Vous voulez que j'enregistre? Bon, tu l'as lancé, voilà. Ok. Je compte, c'est qui s'en est occupé? C'est bon, monsieur. Talab? Tarde. Allez, ça me La dérange pas, deuxième, moi. la deuxième. Moi, ça me dérange pas que ça soit enregistré, mais enfin, je vous le dis pour toutes les matières. On ne peut pas lancer un enregistrement sans demander à l'enseignant. Au moins, il sait qu'il est enregistré. Au moins qu'il le sache. Il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois, c'est moi qui le lance. Hein. C'est moi qui le lance. Il faut juste me le rappeler en début de séance. Vous me dites, voilà, n'oubliez pas l'enregistrement. Et je peux le lancer. Parce que je peux dire des choses que je ne souhaite pas enregistrer. Ça peut arriver. Ok. Voilà. Donc, j'ai essayé donc de répondre à la question de votre collègue. Je vais revenir aux diapos suivantes. Je vais revenir à la diapo numéro 27, je crois. C'est pénible cette fois parce que ça ne change pas automatiquement les diapos. 26, 26, 27. Ou peut-être c'est lorsque je suis en mode diaporama que ça ne change pas. Est-ce que vous voyez la diapo 27 là? Non, monsieur. Oui, c'est bon, oui. C'est bon? Ça. La diapo 27, là, donc c'est ça les plaques tensiométriques, c'est ce que vous voyez ici. Ok. C'est des tiges qui permettent d'accrocher la plaque tensiométrique à différentes hauteurs, hein, 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m, etc., en fonction de la hauteur de la salle. Après, pour le détail de la technique osmotique, là, j'ai mis la diapo 28 sans passer par le mot diaporama. Je ne sais pas si vous la voyez, la diapo 28. Oui, monsieur. C'est bon? Voilà, ça c'est donc quand je suis en mode diaporama que ça ne marche pas. Mais en mode normal, ça marche. Maintenant, est-ce que c'est visible? La diapo, est-ce qu'elle est suffisamment visible maintenant, comme ça? Oui, elle est claire. Ça. Donc là, je disais tout à l'heure, par exemple, si je veux savoir quelle concentration je dois mettre de PEG pour avoir telle fonction, je peux utiliser cette courbe-là. On a la concentration en PEG, polyéthylène glycol. Là, j'ai la succion, ou plutôt la racine de la succion en mégapascal, parce que la succion est reliée à la concentration de PEG par cette relation. S égale 11 multiplié par C au carré. Donc C, c'est la concentration de PEG, ou S, c'est la succion que je vais appliquer. D'accord. Bon, vu comme ça, les techniques Hadoop, vues comme ça d'une manière un peu rude, vous n'allez pas voir tellement l'application, mais vous allez voir même quand on va parler du dégonflement, ce sera encore plus clair. Hein. En plus des explications que je viens de donner sur le tableau, ça va être encore plus clair parce qu'on va expliquer comment exploiter ces essais de laboratoire pour étudier, par exemple, un phénomène très important comme le retrait-gonflement, quelles courbes on va tracer, comment on va les exploiter, etc. Bien. Donc, les deux applications qu'on va envisager, c'est le retrait-gonflement et c'est les sols compactés. D'accord? Sols compactés parce que vous êtes aussi spécialiste donc en voie et ouvrage d'art. Donc, les routes, ça vous concerne au premier plan. Et tout ce qui est, par la même occasion, tout ce qui est couche compactée, que ce soit des barrières ouvragées ou des barrages, c'est la même chose. Donc tout ça va être plus clair par la suite. Donc là, si je veux appliquer, par exemple, voilà, si je veux appliquer 4 mégapascales, je vais appliquer à mon échantillon 4 mégapascales. Voilà, racine de 4 mégapascales, c'est 2. Donc, je suis là. Hop, je fais une ligne comme ça. Et je vais dire, voilà, la concentration, ça doit être à peu près quelque chose comme 0,6 grammes de PEG par gramme d'eau. C'est-à-dire
Pour 1 litre, il faut 600 grammes. Pour 1 litre, il faut 600 grammes de PEG. D'accord? C'est-à-dire la concentration que je dois utiliser pour avoir la succion de 4 mégapascales par exemple. Ok. Même pour les solutions salines, voilà, normalement là je suis à la diapo 29. Pour les solutions salines, c'est la même chose. Donc j'applique une humidité relative. Donc là vous avez un tableau qui donne l'humidité relative que je vais appliquer en fonction du sel que je vais utiliser et de la concentration en sel que je vais mettre. D'accord? Donc cette humidité relative, en fait, l'humidité relative est liée à la formule que vous avez ici. Donc S, c'est la succion. Bon, R, la constante des gaz parfaits, la température absolue, c'est P, le rho masolinique de l'eau, P, la pression partielle de vapeur et PS, la pression de vapeur saturante. En fait, quand j'applique une humidité relative, j'applique une pression de vapeur à l'intérieur de l'enceinte du dessiccateur et du coup, je vais avoir une succion donnée. Bien sûr, là, c'est donné sous forme d'un tableau. Avec ce tableau, vous pouvez même ne pas vous soucier de la formule parce que si, il faut repasser par la formule, mais on doit avoir aussi des tableaux qui donnent directement la succion en fonction du sel que vous allez mettre et de la concentration du sel et avec la succion que tu es en train d'appliquer. Donc voilà en gros, si vous voulez, les méthodes qu'on utilise pour contrôler, pour imposer une succion. Imposer. Et non pas mesurer. Je n'ai pas encore parlé de mesure. Ça, c'est l'imposition de succion. Deuxième partie, c'est les méthodes de mesure. D'accord? Les méthodes de mesure, voilà, méthode de mesure de la succion. J'étais en train de parler tout à l'heure des tensiomètres par les agronomes. Donc, tensiomètre à l'agronome, ça c'est des appareils qu'on peut utiliser sur le terrain. Donc, c'est quoi un tensiomètre? Un tensiomètre, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai présenté tout à l'heure, la plaque tensiométrique. Là, normalement, je suis à la diapo 31. Donc, vous voyez normalement un tensiomètre sur la diapo. C'est quoi ce tensiomètre? Donc, non, vous ne voyez pas. 29 Avec ma lettre 29. On est déjà 31, parce que la 30, c'est un titre, méthode de mesure. Et là, je suis à 31, technique de mesure de la succion. C'est bon maintenant? Allez, c'est le décalage. Je vous dis le 29, donc on est 31, ça va arriver normalement. Je pense qu'il y a un léger décalage qui est dû à la connexion, au débit. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on y est? C'est bon? Voilà. Très bien. Donc il y a toujours un petit décalage, il faut que je le prenne en compte. Donc le tensiomètre, c'est quoi? En fait, si vous regardez le schéma que vous avez ici à gauche, c'est un tube qui est rempli d'eau, ok? Et vous avez ici une pierre céramique dans la partie basse, ce que vous voyez sur la photo, enfin le schéma de gauche, on le voit aussi sur la photo à droite, c'est la même chose. Donc c'est un tube, une pierre céramique en bas, c'est la pierre céramique dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est une pierre de faible porosité qui est totalement saturée d'eau, d'accord, pour avoir le contact entre l'eau qu'il y a dans la pierre et l'eau qu'il y a dans le tube, elles sont en contact. La pierre, elle va assurer la relation avec l'eau qui se trouve à l'intérieur du sol. Donc, quand je mets le tensiomètre à l'intérieur du sol, l'eau qui se trouve à l'intérieur du sol, si elle est en dépression, donc elle va essayer d'attirer l'eau qui se trouve dans ce tube. D'accord? Elle va appliquer une tension, une attraction sur l'eau qui se trouve à l'intérieur du tube. Et cette tension est mesurée par donc, ce manomètre, d'accord, qui va nous indiquer la pression, qui va donner la pression qui se trouve à l'intérieur du sol. Parce que c'est cette pression qui va conditionner
la tension qui sera appliquée à l'eau dans le tube. Ok. Donc ça, c'est un tensiomètre classique d'agronome qui est aussi utilisé par les mécaniciens du sol, mais pour des suctions relativement faibles. Voilà, c'est marqué ici d'ailleurs, entre 0 et 100 kPa. Ou peut-être même 80, ça dépend de l'eau qui se trouve ici, s'il n'y a pas une petite bulle quelque part ou là. Donc si c'est de l'eau vraiment propre, désaérée, ainsi de suite, on peut peut-être aller jusqu'à 100 kPa, c'est-à-dire 1 bar de succion. Au-delà, ça ne marche pas parce qu'il va y avoir de la cavitation. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a des tensiomètres qui ont été développés récemment, notamment par les Anglais. Enfin, récemment, ça remonte déjà à 1995. Mais ça a été amélioré depuis. Le principe de ces tensiomètres, pour simplifier, c'est un peu la même chose que celui de la diapo 31, mais juste le tube, avec le tube d'eau, on va diminuer le volume d'eau. C'est-à-dire plus on diminue le volume d'eau, plus on va éviter le risque de cavitation et donc on peut aller à des suctions élevées. Donc là, je passe à la diapo 32 avec un volume d'eau très petit. On peut donc aller à des suctions de 15 bars sans qu'il y ait une cavitation. Voilà. Alors la méthode la plus utilisée, si vous voulez, là je passe à la diapo 33, d'accord. La méthode la plus utilisée pour mesurer une succion, mesurer, non pas imposer, mais mesurer cette fois. C'est-à-dire prendre un échantillon tel qu'il est dans son état naturel ou compacté, et je me pose la question, quelle est la succion qui règne à l'intérieur de cet échantillon? Là, j'utilise la méthode du papier filtre. D'accord? Là, on utilise la méthode du papier filtre. C'est ce que vous pouvez utiliser, par exemple, si vous êtes sur un chantier de route. Voilà, vous êtes sur un chantier de route, vous compactez votre échantillon, votre couche de sol à l'Optimum Proctor, d'accord. Vous compactez votre échantillon échantillon au laboratoire, on va dire. Vous allez pouvoir estimer combien va être la succion quand vous êtes autour de l'Optimum Proctor. Donc, quand vous faites le compactage dans le moule Proctor, à l'intérieur, quand vous avez compacté une couche, vous mettez le papier filtre, d'accord. Même vous compactez la deuxième couche, vous mettez un deuxième papier filtre, vous compactez la troisième couche, et une fois que vous avez fini le compactage, vous prenez l'éprouvette, vous la laissez quelques heures pour avoir l'équilibre entre le papier filtre et le sol, d'accord. Et à la fin, vous pouvez déduire la succion, la pression négative que vous avez à l'intérieur de ce sol pour savoir que sur le terrain, quand vous allez compacter une couche de sol à l'Optimum Proctor, quel est l'ordre de grandeur de la succion de cette pression interstitielle négative, d'accord, que vous avez sur le terrain, parce que cette pression négative va aussi beaucoup conditionner le comportement de la chaussée. C'est un complément de ce que je disais tout à l'heure sur les applications. Il y a par exemple certains phénomènes qui peuvent se produire dans les routes ou dans les remblais compactés d'une manière générale, qu'on ne peut expliquer que si on a bien compris comment se comportent les sols triphasiques, c'est-à-dire dans lesquels il y a encore de l'air. On va donner bien sûr par la suite des exemples, quand on va parler de retrait-gonflement. Même on parlera d'autres phénomènes, autres que le retrait-gonflement, qui peuvent se produire notamment dans les sols compactés, comme ce qu'on appelle le phénomène d'effondrement. Un phénomène d'effondrement, c'est en anglais ils disent collapse, un phénomène d'effondrement des sols qui est assez caractéristique des sols non saturés sur certaines conditions. Et c'est un phénomène qui peut provoquer des désordres importants dans les remblais compactés, mais qu'on ne peut pas détecter, je dirais, dans les méthodes classiques de calcul
qui sont basés sur la saturation du milieu, parce que ça ne se produit pas dans les sols saturés. Le phénomène d'effondrement, c'est un phénomène qu'on ne trouve pas dans les sols saturés. Ok. Alors, c'est quoi cette méthode du papier filtre? Je reviens à la méthode. En fait, on utilise un papier filtre particulier. Ce n'est pas n'importe quel papier filtre qu'on achète dans le commerce. Non, c'est un papier normalisé. Ça s'appelle le Wattmann 42. Sa référence, c'est Wattmann 42. Donc, c'est un papier filtre qui a une porosité, je dirais, particulière et pour lequel on dispose d'une courbe d'étalonnage. Donc, ça, c'est une norme américaine, ASTM. Donc, c'est un essai normalisé, la mesure de papier filtre. Donc, nous avons une courbe d'étalonnage de ce papier filtre qui nous donne la succion à l'intérieur du papier filtre en fonction de la teneur en eau du papier filtre. D'accord? Donc, le papier filtre, c'est quoi? C'est un milieu poreux. OK? Si on le met au contact du sol, donc l'eau qui se trouve dans le papier filtre va se mettre en équilibre avec l'eau qui se trouve dans le sol. OK? Et donc la succion du papier filtre va être égale à la succion du sol, en fait, à l'équilibre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut patienter quelques heures, peut-être quelques jours pour qu'il y ait l'équilibre, ça dépend de la nature du sol, pour qu'il y ait un équilibre entre l'échantillon de sol et le papier filtre qui est à l'intérieur. Et une fois que nous avons cet équilibre-là, il suffit juste de mesurer la succion du papier filtre pour avoir la succion du sol. Comment je déduis la succion du papier filtre? Simplement à travers la mesure de la teneur en eau du papier filtre. Donc, si j'ai la teneur en eau du papier filtre, j'ai cette courbe d'étalonnage spécifique à ce papier filtre, d'accord? Et à partir de la teneur en eau, je peux lire la succion que j'ai à l'intérieur du papier filtre, qui n'est autre que la succion dans le sol. D'accord? Bon, là, vous voyez sur le schéma que vous avez ici 3 papiers filtres. Pourquoi? En fait, le papier filtre du milieu, c'est le plus important. C'est lui qui doit être normalisé, Wattmann 42. Les 2 papiers filtres qui sont de part et d'autre, ça peut être des papiers filtres normaux. N'importe quel papier filtre, n'importe quel papier buvard, je dirais. C'est juste pour éviter le contact direct entre le papier filtre de mesure et le sol. Il faut éviter ce contact direct pour qu'il ne soit pas sali par des particules de sol. Alash, parce que quand je vais mesurer la teneur en eau de ce papier filtre, la mesure elle est très très sensible parce que le papier filtre, son poids c'est quoi? C'est fraction du gramme. D'accord? Donc, c'est un poids très, très faible. Et la quantité d'eau qui se trouve à l'intérieur, elle est encore plus faible. Donc, je mesure ça. Je dois mesurer le poids du papier filtre avec une balance de précision de 10-3 grammes. D'accord? C'est une balance du millième de gramme. C'est comme la balance qui est utilisée par les bijoutiers, par exemple. Un millième de gramme. Donc, le papier filtre doit être pesé avec beaucoup de soin. Donc, une fois que je le retire de l'échantillon, j'enlève les 2 papiers filtres de protection qui sont de part et d'autre. Donc, j'ai un papier filtre qui est propre. Et très rapidement, je dois faire sa mesure, humide. Très rapidement, je fais sa mesure. Parce que si je traîne quelques secondes, il va se dessécher à l'air libre. Donc, sa teneur en eau va changer. Donc, il faut que la mesure soit très rapide. Je mesure son poids humide. Après, je vais le sécher tranquillement, même dans une étuve, pour avoir son poids sec, pour déduire sa teneur en eau. La teneur en eau du papier filtre, donc poids humide moins le poids sec, ça fait le poids de l'eau, divisé par le poids du papier filtre sec, pour avoir la teneur en eau du papier filtre, de la même manière que je mesure la teneur en eau d'un sol. Et après, je remonte à la succion. Donc, il y a la méthode du papier filtre. OK. Normalement, avec ça, on a fini les techniques. Je peux juste montrer la diapo 34 qui montre qu'il n'y a pas de technique unique
je dirais, pour les différentes gammes de succion. Donc, même quand je parle de technique d'imposition, donc il faut un assemblage de plusieurs techniques pour couvrir des gammes larges en succion. Sinon, pour la mesure avec le papier filtre, c'est une mesure, c'est pas une mesure qui est très très précise, mais elle a le mérite d'être simple et de couvrir une large gamme de succion. D'accord? Donc voilà un peu ce qui concerne les techniques de mesure et de contrôle de la pression interstitielle négative. Après, bien sûr, je donnerai des compléments, comment, à partir de là, on peut passer à des courbes de retrait-gonflement de sol, par exemple. Bien sûr, il faut juste rajouter des mesures de variation des paramètres physiques, c'est-à-dire lorsque j'applique une succion donnée, quel est le volume de l'échantillon à l'équilibre, quel est son degré de saturation, quelle est sa teneur en eau, pour pouvoir relier tout ça au niveau de succion qui est appliqué. Donc on va voir ça par la suite. Bon, la séance d'aujourd'hui était un peu dure hein, par rapport au contenu, en plus du fait qu'elle est à distance. J'espère que les prochaines séances seront un peu plus digestes que celle-là. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Monsieur, quelle est la méthode la plus précise? La méthode la plus précise. La plus précise pour imposer ou là pour contrôler? Enfin, pour contrôler ou là pour mesurer? Pour mesurer. Parce que si on veut mesurer la succion, ce qu'on utilise le plus, c'est le papier filtre. Hein. C'est la méthode, je dirais, qui est assez répandue dans les laboratoires, dans les pratiques. C'est le papier filtre qui est le plus utilisé. Maintenant, pour contrôler, pour imposer une succion, si tu veux, on ne va pas dire quelle est la méthode la plus précise pour l'utiliser parce que de toute façon, on est obligé d'utiliser toutes ces méthodes en même temps parce que chaque méthode est valable sur une gamme de succion. D'accord? Tu as les plaques tensiométriques pour les faibles suctions, la succion, tu as la méthode osmotique, pour des suctions plus élevées, tu as les solutions salines saturées. D'accord? Donc, si tu veux, tu ne vas pas tellement avoir le choix. Pour imposer, tu seras obligé d'utiliser différentes techniques pour couvrir différentes gammes de succion. Sauf si tu t'intéresses à une gamme de succion bien précise. Car voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les suctions très, très élevées. À ce moment-là, tu vas aller directement à la succion adaptée aux suctions élevées, c'est-à-dire les solutions salines, par exemple. Zed. Oui, prof. Est-ce qu'il y a une valeur admissible pour savoir pour n'importe quel sort quand on fait la mesure? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu peux... Oui, je demande, est-ce qu'il y a une valeur précise qui était déjà faite au laboratoire pour suivre, pour savoir que, bon, si je fais le test dans cette partie de sol, ou bien dans ce type de sol, je dois avoir une valeur qui est proche de cette valeur admissible, tout ça, tout ça. D'accord, c'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens de vérifier une mesure, par exemple, qui est faite sur le terrain? Est-ce qu'on a les moyens de dire, voilà, est-ce que cette mesure est acceptable ou pas? C'est ça ce que tu veux dire? Exactement. C'est ça? Voilà. Oui, exactement. Et est-ce que c'est pour de Mhm. différents types de sols ou bien c'est spécifié pour n'importe quel sol? Ou bien... D'accord. En fait, c'est un peu le type de questions qu'on se posait quand on parlait d'analyse, de rapport géotechnique, etc. Donc, quand on a une mesure, il faut avoir l'ordre de grandeur de ce paramètre-là. C'est-à-dire, avant même de faire la mesure, on doit savoir
à combien on devrait s'attendre pour savoir, je dirais, analyser la qualité de notre mesure. Là, une réponse peut être apportée par les corrélations aussi. D'accord? Donc, il existe des corrélations pour la succion, mais notamment pour les sols compactés. D'accord? Parce qu'un sol naturel, c'est pas évident de dire, voilà, sur ce sol-là, qu'est-ce que je vais avoir comme succion, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, comme la température, l'humidité ambiante, la durée de cette humidité, est-ce qu'elle change, etc. Donc ça, pour un sol naturel, je dirais, c'est relativement complexe. Pour un sol compacté, c'est plus accessible. C'est-à-dire si je parle d'un sol compacté à une énergie donnée, à l'optimum Proctor normal ou la modifier, il y a des corrélations qui permettent, de la même façon qu'elles permettent d'estimer, par exemple, quelle pourrait être la teneur en eau optimale, ou quelle pourrait être la densité maximale pour une énergie donnée, notamment en fonction de la limite de liquidité. Elles permettent aussi d'estimer la succion qu'on peut avoir, c'est la pression interstitielle négative qu'on peut avoir à l'optimum. D'accord? Il y a notamment les corrélations de Fleurot qui datent de 2002. D'accord? Donc je peux éventuellement vous envoyer un article, cet article-là de 2002 qui contient des corrélations qui permettent d'estimer la succion, au moins pour les deux énergies de compactage, Proctor normal et Proctor modifié. D'accord? Zed. Autre question? L'article, je pourrais le mettre tout à l'heure sur la plateforme. Donc, tous les envois, je les mets comme d'habitude sur la plateforme. Donc, si je vois qu'il y a des choses intéressantes, je les mets sur la plateforme. Les diapos aussi que j'utilise, que je vous présente, je mettrai tout ça aussi sur la plateforme. Autre question? Il va y avoir une réunion à 13 h concernant votre promotion. Qui va vous représenter à cette réunion? Monsieur Selagi, normalement. Selagi? Rahna Selagi? Il n'est pas là? Il faut qu'il soit là au moins à 13 h. Normalement, vous auriez dû échanger avec lui. Est-ce que vous lui avez transmis vos demandes, vos doléances? Pas encore. Si vous pouvez le faire maintenant, ce serait bien. D'accord? Vous avez les moyens d'échanger entre vous. C'est pas ça qui manque. Donc, ce serait vraiment bien, maintenant, juste à la fin de la séance, de vous concerter entre vous. Quelles sont les différentes difficultés, les différents problèmes, vos différentes demandes dans toutes les matières. Et vous envoyer à Selagi. Maintenant, si Selagi ne peut pas assister ou là, ce serait bien, à mon avis, de désigner quelqu'un qui puisse assister à la réunion. D'accord? Je ne pense pas que les responsables ou le responsable de spécialité va refuser que tel ou tel étudiant vienne assister. Bon, bien sûr, il ne faut pas avoir 30 étudiants, mais si Selagi sait qu'est-ce que vous voulez transmettre, donc il fera l'affaire. S'il n'est pas disponible ou là, il ne pourra pas ou là, ce serait bien que l'un d'entre vous puisse venir à 13 h, comme pour le cours, sur la même plateforme, et qu'il puisse, enfin, je ne sais pas si c'est les mêmes conditions d'accès, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a, je pense, une invitation qui est faite pour la réunion. Mais si quelqu'un d'autre veut assister, il peut informer le responsable de spécialité, M. Hamzaoui. Voilà. Donc si Selagi vient, le problème ne se pose pas. S'il ne peut pas, voilà, telle personne va nous représenter et puis lui, il peut le faire accéder à la réunion. OK? C'est bon, oui. Voilà.
Merci. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah. On reste en contact sur la plateforme s'il y a des questions ou des compléments. Inch'Allah, merci. Au revoir. Bon courage. Allah يسهل. Bon, monsieur, au Merci, revoir. monsieur. Merci. C'est moi qui vous remercie. Allah يسهل.